En Syrie, des citoyens courent entre les bombes. Pour armes, ils ont des caméras, des portables, des stylos et leur courage. Depuis 5 ans, ils collectent des preuves de crimes commis sur des civils. Sans eux, ces traces disparaîtront. Alors ils filment, ramassent, photographient, annotent des milliers de documents qu'ils mettent à l'abri. Pour qu'un jour, les bourreaux rendent des comptes. Qu'ils soient dignitaires du régime de Bachar el-Assad, rebelles armés ou extrémistes de Daesh. Ce film raconte l'histoire de ces héros anonymes et méconnus qui prennent tous les risques pour qu'un jour, justice soit faite. Nous tenons à ce que les droits des victimes de voir leurs bourreaux jugés soient respectés. Nous ferons punir les criminels. Nous collectons sur les crimes commis sur les civils, quelles que soient les violations et quels qu'en soient les auteurs. Vous ne pouvez pas prouver des crimes sans avoir des preuves, et nous avons collecté ces preuves. Nous avons fait cela pour que tous les Syriens qui ont perdu la vie ne l'aient pas perdu pour rien. Antakya, Turquie, non loin de la frontière syrienne, est refuge pour ces collecteurs. Après le souffle des bombes, le calme relatif de l'arrière-cour de la guerre. Ici, les combattants et civils syriens ont remplacé les touristes, depuis longtemps. Je m'appelle Ibrahim. En avril 2013, j'ai fait une enquête sur l'utilisation d'armes chimiques à Sarakeb. Le 29 avril 2013, il apprend le bombardement de Sarakeb, la ville natale de son père. La zone est contrôlée par l'opposition armée à Bachar el-Assad. Ses proches parlent déjà de possibles frappes chimiques. 2 jours après l'attaque, il se rend sur les lieux et filme tout. Ces images ont été tournées par Ibrahim. Au début, je n'ai pas cru qu'il y ait pu avoir une attaque chimique chez nous, à Sarakeb. En fait, je n'avais pas imaginé faire une telle enquête. J'ai traité le sujet comme si, moi, je voulais connaître la vérité avant, ensuite, de la présenter aux autres. Sur place, il enfile l'habit de l'apprenti enquêteur et récolte des preuves de l'utilisation de gaz sarin par le régime de Bachar el-Assad. Ibrahim est guidé par des habitants vers les lieux d'impact des frappes. Au milieu des destructions, il consigne les moindres détails. On a recueilli le témoignage de chaque personne présente. On a récupéré photos et numéros de téléphone pour rendre notre travail crédible. Ibrahim finit par mettre la main sur une grenade qui n'a pas explosé. Selon lui, elle contient du gaz sarin. Son intuition est vite confirmée par ces images amateurs. Elles ont été tournées par un caméraman local à l'hôpital de Sarakeb, juste après l'attaque. Les symptômes ne laissent aucune place au doute. Nausées, vomissements, suffocation. Du chimique a bien été utilisé. Good morning, everybody. Pour Barack Obama, c'était la ligne rouge à ne pas franchir. Les États-Unis avaient promis d'intervenir si l'utilisation d'armes sales par Bachar el-Assad était avérée.
Au lendemain de l'attaque, le président américain prend la parole. Ibrahim est convaincu que le cours de la guerre va changer. Ce que nous avons maintenant, c'est la preuve que des armes chimiques ont été utilisées en Syrie. Mais nous ne savons pas comment elles ont été utilisées, quand elles ont été utilisées et qui les a utilisées. Nous n'avons pas la traçabilité complète pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Il disait qu'il savait qu'il y avait eu des attaques, mais qu'on ne savait pas quand, qui, ni comment c'était arrivé. Et là, je me suis dit, nous devons répondre à ces questions et nous allons donner des preuves qui ne laisseront aucun doute sur ce qui s'est réellement passé à Sarakeb. Ibrahim est déterminé à reconstituer la totalité du scénario. Il se rend dans la maison de Mariam Al-Ratib, la seule habitante décédée lors de l'attaque. Here is the hole. This is the broken branch of the tree. This came from the sky, and Maryam al-Khatib was here, and her daughter also was in the garden, just around here. So here is the coordinate 3017. Après avoir relevé les endroits précis des attaques, j'ai découvert que les 3 impacts étaient situés sur une même ligne. Il était donc clair que les bombes avaient été larguées d'un avion ou d'un hélicoptère. Pour Ibrahim, cette vidéo, tournée au moment de l'attaque, le prouve. On y devine un projectile largué. Le jeune homme confirme que seule l'armée syrienne possède de tels hélicoptères. À ce moment-là, il est convaincu d'avoir en main un dossier suffisamment solide pour provoquer une intervention américaine et arrêter la guerre. Quelques semaines plus tard, il rencontre des représentants des Nations Unies. L'un d'eux vit désormais à Ouméa, en Suède, très loin du conflit. Åke Sällström a gardé un souvenir précis du jeune apprenti enquêteur. À l'époque, cet expert en armes non conventionnelles est mandaté par le secrétaire général des Nations Unies pour enquêter sur l'utilisation d'armes chimiques en Syrie. Son équipe travaille sur 16 allégations d'attaque, dont celle de Sarakeb. À Ankara, j'ai rencontré beaucoup de gens. Parmi eux, il y avait Ibrahim. Il nous a montré un travail admirable, une grande quantité de documents et d'informations. Il est très intelligent. J'ai pensé alors que mon rôle était d'évaluer les informations qu'il nous donnait. J'ai évidemment été très surpris d'arriver jusque-là. J'étais heureux de pouvoir donner des preuves à une organisation en laquelle j'avais foi. Je croyais qu'elle pouvait changer le cours des événements en Syrie. Selon Ibrahim, il y a urgence. Depuis 10 mois, des frappes similaires ont touché des zones rebelles. Ibrahim pense que le régime teste Barack Obama. Le bombardement de Sarakeb ne serait qu'un prélude à une attaque plus massive. Le 21 août 2013, ces craintes se réalisent. Une attaque chimique tue plusieurs centaines de personnes à la Ghouta, dans les faubourgs de Damas, en majorité des civils. L'enquête d'Ibrahim n'a pas permis d'éviter ce massacre. Mais il lui reste un espoir, que le rapport d'Åke Sällström pointe les responsables. Il est remis 6 mois plus tard aux Nations Unies. L'utilisation d'armes chimiques à Sarakeb et à la Ghouta est avérée, mais les responsables ne sont pas nommés. Barack Obama n'interviendra pas. Malheureusement, nous ne pouvions pas prendre tel quel tout le travail qu'il nous a apporté et l'incorporer au rapport. Une parfaite traçabilité n'était pas démontrée.
Cela signifie que pour cet événement qu'il a documenté, il n'a pas pu certifier toutes les étapes de sa collecte depuis le début jusqu'au moment où il nous l'a confié. Ce n'était pas comme dans un film où chaque séquence se suit, il y avait des trous dans son scénario. Et ce n'est pas acceptable dans une investigation criminelle. La vidéo de l'hélicoptère filmée au moment de l'attaque n'apporte pas la preuve que les bombes ont bien été larguées par cet appareil. Pour le haut fonctionnaire, seule l'intoxication de Mariam est avérée. Grâce à des échantillons prélevés par son équipe sur le corps de la victime. Mais rien ne prouve que le régime soit l'auteur de l'empoisonnement. Armée régulière et rebelles se renvoient la responsabilité. De plus, Ibrahim est décrit comme proche de l'opposition. D'abord, j'ai été bouleversé de voir qu'il m'avait décrit comme étant proche de l'opposition. Oui, c'est vrai, je suis proche de l'opposition, mais j'ai préparé ce dossier de manière objective, neutre. J'ai fait volontairement en sorte de travailler objectivement, de relever le plus de détails possible pour justement que ce dossier ne soit pas perçu comme un rapport émanant de l'opposition dans le seul but de faire condamner le régime, non. Alors n'importe quel crime dans le monde, depuis le début de l'humanité, s'il n'a pas été filmé par la caméra des Nations Unies, est considéré comme douteux, c'est impossible ce qu'il demande. Tout ça pour ça. En fait, ce n'est pas le travail d'Ibrahim qui est mis en cause, mais bel et bien la traçabilité des preuves. De plus, comme tous les collecteurs, Ibrahim est partie prenante dans le conflit. Pourtant, tous bravent des dangers pour faire ce que eux seuls peuvent faire, conserver des traces de la tragédie syrienne. Tout commence en mars 2011 à Deraa, dans le sud de la Syrie, aux premières heures de la révolution. Des enfants taguent sur les murs d'une école des slogans anti-Bachar. Ils sont arrêtés, emprisonnés et torturés. Pour protester et demander leur libération, des milliers de civils sortent dans la rue. Nous sommes le 18 mars 2011 et la riposte des forces de sécurité du régime est sanglante. Face à cette répression, ils n'ont que leur téléphone portable. Ils filment et diffusent via les réseaux sociaux. Sans le savoir, ces citoyens de Deraa entament avec leurs vidéos la plus grande collecte de preuves jamais observée pendant un conflit en cours. Beaucoup de ces vidéos manquaient de contexte. Les gens ne savaient pas qu'il était nécessaire de donner la date, d'indiquer le lieu. Ils ne savaient pas non plus comment raconter. Dans l'urgence, les gens disaient « Le régime nous vise, on est tués, regardez ce qui nous arrive ». Il n'y avait rien de plus que des gens qui paniquaient et qui disaient tout ce qui leur passait par la tête. Malgré ce déferlement d'images, l'Occident ne proteste que du bout des lèvres. Les mois passent. Sur le terrain, l'opposition se militarise. Le pays s'enfonce dans la guerre civile et les sources d'informations indépendantes se font de plus en plus rares. En Turquie, des ONG occidentales non autorisées à se rendre en Syrie décident de former ces Syriens à être leurs yeux et leurs oreilles sur le terrain. De transformer ces citoyens activistes en de vrais enquêteurs, professionnels et neutres. Abdelkader a suivi une dizaine de formations. Je m'appelle Abdelkader, je suis avocat. Mon institut travaille sur l'observation et la documentation des violations des droits de l'homme, et ce, quels qu'en soient les responsables. Aujourd'hui, depuis Gaziantep, il encadre des Syriens comme Ibrahim, qui lui apportent des vidéos et des preuves matérielles des exactions commises contre les populations.
Voici l'une de leurs premières vidéos, tournée lors de la découverte de 150 cadavres en plein centre-ville d'Alep. Ici, il aurait fallu que le caméraman recule. Voilà, là c'est bien, mais il ne fallait pas dézoomer, il fallait rester stable, ne pas bouger. Là, quand ils sortent le cadavre, il aurait dû dézoomer et filmer les alentours. Ici, le caméraman n'a pas fait non plus de prise à 360 degrés. La vidéo est impressionnante, mais elle n'est pas suffisamment probante. L'image est une arme. Bien manipulée, elle peut parfois faire basculer un pays entier. Un exemple célèbre a eu lieu en 1989 à Timișoara en Roumanie. Ces images de charniers ont fait alors le tour du monde et accéléré la chute du dictateur Ceausescu. En fait, ces corps avaient été déterrés d'un cimetière voisin par les opposants. Et la Syrie n'échappe pas à ces manipulations. Les observateurs internationaux exigent donc des documents à la traçabilité irréprochable. Il y a beaucoup de rumeurs, de désinformation. Tout le monde dénie et fait porter la responsabilité aux autres. Ce sont ces manipulations qui nous ont aidés à comprendre l'importance de l'authenticité de nos vidéos. Nous avons compris aussi l'importance de filmer, d'archiver et de sauvegarder nos preuves de manière professionnelle, de sorte que le soupçon n'ait pas sa place dans notre travail. Les équipes d'Abdelkader ont dû apprendre à tourner des vidéos comme s'ils devaient décrire une scène de crime, en laissant leurs émotions de côté. Dans cette vidéo, le caméraman prouve son identité en se filmant. Il explique pour qui il travaille et identifie des témoins vers lesquels nous pourrions nous tourner. Il donne toutes les informations complémentaires concernant le tournage. Pour éviter tout soupçon de manipulation, les preuves récupérées en Syrie sont systématiquement déballées, étiquetées et triées devant une caméra. Ce jour-là, Abdelkader ouvre un colis en provenance d'Alep. Il contient les restes d'un missile qui a tué 25 enfants dans une école primaire. Mercredi 9 décembre 2015. Nous sommes maintenant avec l'équipe de l'Institut pour la justice et la responsabilité en présence du directeur Abdelkader Mandour et M. Saïd El-Cher, cadre de cet institut. Nous ouvrons une boîte contenant des preuves. Ces images sont censées apporter une garantie de traçabilité si un jour ces pièces à conviction devaient être utilisées devant un tribunal. Ça, ce sont des douilles de missiles de guerre, selon les analyses de l'expert militaire de l'Institut. Des missiles à tête chercheuse. On fait très attention à la manière dont nous traitons les preuves, depuis leur collecte jusqu'au moment où nous les présenterons devant un tribunal. Il est maintenant 14h15 et l'opération a duré environ 10 minutes. Nous avons ouvert la boîte et nous allons maintenant la refermer. En 5 ans, d'immenses progrès ont été réalisés par les organisations syriennes, à tel point que leur travail est devenu une source d'informations fiable, régulièrement reprise par les médias et les ONG occidentales. C'est vrai qu'en ce moment, notre travail n'arrête ni les destructions ni les violations. Mais un jour viendra où il le permettra. Ce jour-là, les bourreaux dont nous prouverons les crimes n'échapperont pas au jugement. Sur place, ces ONG ont longtemps été les seules à collecter sur les crimes de guerre commis en Syrie. Mais en 2013, un dossier brandi par l'opposition au régime prétend apporter les preuves de ce que ces organisations dénoncent. Deux hommes déclarent être en possession de 53 000 clichés, de 11 000 cadavres, dont plus de la moitié seraient des prisonniers torturés à mort par le régime. L'un se présente comme photographe pour la police militaire de Bachar el-Assad et se fait appeler César. Il raconte que jusqu'en 2011, son travail consistait à photographier des scènes d'accidents et de crimes impliquant des militaires et à les archiver. Avec le début de la Révolution, le doute s'installe et les cadavres que César photographie ne ressemblent plus du tout à des accidentés. Le militaire photographe alerte alors Sami, un ami activiste qui documente depuis le début de la Révolution.
pour la première fois, Sami, l'homme au cœur de l'opération, accepte de parler devant une caméra. Avant le 4e vendredi de la Révolution, César m'a appelé. Sa voix était troublée et préoccupée. C'était un peu avant minuit. Il m'a dit « Viens maintenant, j'ai besoin de toi ». Il ne voulait pas parler au téléphone et j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Je suis parti le voir, il m'attendait devant la porte de sa maison. Il paraissait inquiet et tendu. Il voulait parler, puis il a hésité. Je l'ai rassuré en lui demandant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il m'a dit « Je reçois des cadavres. Je les prends en photo, mais ils ne sont pas comme d'habitude lorsqu'il y a des accidents et que nous prenons en photo ces victimes militaires. Ces cadavres ont des traces de torture. Ils ont des déformations. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire. J'ai peur. » Il m'a montré quelques photos. Après cela, il m'a dit qu'il pensait quitter son travail et le régime. Je lui ai dit « Au contraire, il faut que tu restes. C'est notre seule chance de savoir ce qui se passe à l'intérieur. » Pendant 2 ans, régulièrement, César copie des milliers de clichés sur des clés USB et les donne à Sami. Les instantanés représentent des hommes torturés à mort, affamés. Ils seraient des prisonniers détenus dans des centres de détention à Damas. Cette trahison condamne aujourd'hui l'ancien homme du régime à rester dans l'ombre. Les corps étaient pleins de contusions, de brûlures. Elles étaient le résultat de l'utilisation d'outils de torture au-dessus du cœur et dans d'autres parties du corps. Sur certains corps, les yeux avaient été arrachés. C'était évident parce qu'il y avait du sang pulvérisé autour de l'orbite des visages énucléés. Beaucoup de photos montrent des personnes qui manifestement avaient été affamées pendant de longues durées, jusqu'à ce que les corps ressemblent à des squelettes recouverts de peau flasque et suppurantes. En août 2013, le photographe se sent menacé. Les rebelles armés l'exfiltrent. Tonight, an exclusive new report alleging systematic torture and killing of prisoners by the Assad regime. Début 2014, les images de César font le tour du monde et provoquent partout un choc. Quelques jours plus tôt, les 2 hommes ont été auditionnés par une commission d'enquête internationale financée par le Qatar. Cette fois, malgré les liens de César et Sami avec l'opposition syrienne, les preuves sont jugées recevables et la France va s'en emparer. À Paris, Laurent Fabius, chef de la diplomatie française, découvre les photos. Elles sont diffusées lors d'une réunion au Quai d'Orsay. 11 ministres des Affaires étrangères y participent. Nous avons fait sortir tous les collaborateurs, donc nous étions 11. On a diffusé ces images, qui étaient absolument épouvantables, précises dans leur horreur. Et c'était, sans mauvais jeu de mots, un silence de mort. À la fois, bien sûr, pendant la diffusion, mais après. Évidemment, quand vous avez vu des images comme celle-ci, vous ne pouvez pas reprendre une discussion, j'allais dire, normale. Donc ça a été extrêmement fort et utile. Les photos de César tombent à pic pour la France, qui cherche à se faire entendre sur le dossier syrien par ses partenaires. Elles sont malheureusement la démonstration de ce que la France dit depuis des mois et des mois, la position officielle de la France, du président de la République, du ministre des Affaires étrangères, qui est qu'effectivement, ce régime est un régime criminel qui est responsable de la très très grande partie des souffrances du peuple syrien. Évidemment, quand on voit ces images, on se dit que pour l'histoire, pour les victimes, pour leurs familles, il y a un devoir de porter cela à la connaissance du monde, mais aussi à la justice internationale. À New York, il faut convaincre les Nations Unies de saisir la Cour pénale internationale. Cette juridiction a déjà ouvert des enquêtes pour des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre commis en Ouganda, en République démocratique du Congo ou au Darfour. Mais il y a un obstacle. La Syrie n'est pas membre de cette cour. Pour la saisir, il faut donc l'unanimité des membres permanents du Conseil de sécurité,
dans lequel siège la Russie, allié indéfectible de Damas. On n'y va pas pour perdre, on y va pour essayer de gagner. Ces décisions qui sont prises par les membres du Conseil de sécurité, elles se font en transparence, visiblement, devant le monde entier, à la face du monde. Donc on se dit que peut-être que sur un dossier où a priori il ne devrait y rien avoir qui s'y oppose, c'est-à-dire simplement permettre que la justice passe, ça va peut-être être compliqué pour certains pays de s'y opposer à la face du monde. Et que peut-être ils vont choisir de ne pas y adhérer, mais de s'abstenir, mais qui permettra donc à la résolution de passer. En coulisses, la diplomatie française s'active et organise même une conférence de presse. I must warn you that this is a grim session. Une fois de plus, les photos bouleversent. Le 22 mai, le texte est soumis au vote. Pour tous les collecteurs de preuves, il est crucial. Il permettrait de voir un jour Bachar el-Assad comparaître devant un tribunal. Les Russes opposent leur veto. Pour les soutiens de Bachar el-Assad, les photos de César n'apportent pas la preuve que tous ces crimes ont bien été commis par le régime baathiste syrien. Vous pouvez avoir raison. Je pense que c'est une évidence. Là, on a raison. Il y a des criminels, il faut les dénoncer, les poursuivre. Mais ce n'est pas parce que vous avez raison que vous arrivez à faire prévaloir votre point de vue et à convaincre tous les autres. Mais est-ce que pour autant il faut renoncer? Ou est-ce que pour autant il faut dire « puisque je ne suis pas arrivé, c'est donc que j'avais tort ». Pas du tout. Nous pensions avoir mené une enquête sérieuse et crédible à propos des crimes qui sont commis en ce moment en Syrie. Nous avons été choqués qu'un pays du Conseil de sécurité puisse dire « veto ». Ce petit mot signifie que tout le sang de Syriens innocents qui sont morts a été versé en vain. Et on nous dit que cette décision du Conseil de sécurité est politique. À ce moment-là, nous avons perdu tout espoir dans la communauté internationale. En réalité, il n'y a rien qui s'appelle communauté internationale. En Syrie, le conflit dure depuis 4 ans maintenant. La communauté internationale est paralysée. Un acteur en profite pour recruter, s'étendre et le faire savoir grâce à ses images de propagande, Daesh. En juin 2014, l'État islamique annonce la création de son califat. Il contrôle désormais une grande partie du territoire à cheval entre l'Irak et la Syrie et y fait régner la terreur. Exécutions publiques, recrutement d'enfants soldats, obligation de porter le voile intégral. Malgré les risques, Mohamed a collecté depuis l'intérieur pendant plusieurs mois. Je m'appelle Mohamed, je suis originaire de Deir ez-Zor. Je suis l'un des fondateurs de l'organisation Son et Images, qui collecte des preuves des violations des droits de l'homme commises dans 5 gouvernorats de Syrie. Mohamed habite une ville à l'est de la Syrie lorsqu'elle tombe aux mains des djihadistes. Ce graphiste, opposant à Bachar el-Assad, plonge dans la barbarie. Il constate très vite que les annonces d'exécution de l'organisation sont bien inférieures à la réalité. Les gens pensent que Daesh annonce tous ses crimes, mais ce que nous voyons des exactions de l'organisation est seulement la partie visible de l'iceberg. En réalité, elle annonce publiquement beaucoup moins que ce qu'elle dissimule. Ce sont des crimes terrifiants qui ont lieu dans des centres de détention et dans les prisons. La récolte de ces informations est très difficile parce que Daesh a beaucoup restreint les moyens de communication. Depuis la Turquie, Mohamed collecte des informations pour démontrer la réalité de l'existence sous Daesh. Les documents qu'il nous a fournis évoquent l'interdiction de se raser la barbe et obligent chaque utilisateur d'Internet à laisser son nom. Quant à la photo de cet homme, accusé de vol et exposé à la vue de tous, elle a été prise clandestinement par l'organisation de Mohamed, qui récupère aussi des témoignages de prisonniers détenus par Daesh, des rapports de médecins et des décisions de justice. En fait, cette terreur touche toutes les populations sous le joug de Daesh. Les membres de son organisation Son et Images sont devenus des cibles prioritaires de l'État islamique. Nous recevons beaucoup de menaces. Elles passent par des posts sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Twitter. Elles sont nominatives. Personnellement, j'en ai reçu par mail. Ils disaient « Nous savons qui tu es. Nous pouvons te trouver. Nous savons où tu habites. » Il y avait parfois des photos attachées au mail. Un jour, sur l'une d'entre elles,
J'ai vu ma maison. À l'intérieur de la Syrie, des contacts sont infiltrés parmi les sympathisants de Daesh. Chaque conversation est protégée par un code. Ce jour-là, si le mot fromage est utilisé, il faudra raccrocher. Allô? Salut. Salut. Ça va? Ça va, grâce à Dieu. Et toi, comment vas-tu? Je te souhaite le meilleur pour toi. Qu'est-ce que vous avez mangé? Du riz avec des haricots. D'accord, bien. Bon appétit. La conversation est sûre, les deux interlocuteurs peuvent parler. Tu m'as dit que Daesh avait publié des décisions cette semaine. Et la semaine dernière aussi. C'est bon? T'as pu prendre des photos? Oui, je les ai toutes. Mais Internet est lent en ce moment. Je t'en envoie une partie bientôt. Pas besoin que je te dise de les crypter et tout ça. Non, elles sont déjà toutes cryptées, bien sûr. Le dernier communiqué publié par Daesh a pour objectif d'utiliser la population pour se protéger des frappes de la coalition internationale. La ruse est vestimentaire. Ils obligent tout le monde à porter la chemise, le pantalon, les vêtements pakistanais. Pakistanais? Ils disent que cet uniforme pakistanais sert à lutter contre la corruption, ou je ne sais quoi. En fait, moi je pense que s'ils veulent que tous les civils soient habillés pareil, c'est pour les avions, ou pour les drones. Pour que tout le monde ressemble à des Pakistanais, et que personne ne soit vraiment reconnaissable. Ce travail me fait plaisir et me donne un sentiment de victoire. C'est la seule manière de résister pacifiquement contre ce type de terrorisme. C'est aussi la seule chose que nous pouvons faire. Que Dieu te donne la force. Désolé, nous étions un peu longs. Soyez prudents. Toi, sois prudent, mon frère, et que Dieu soit avec vous. Malgré toutes ces précautions, 4 activistes ont été assassinés fin 2015, égorgés ou tués à bout portant. Un en Syrie et les 3 autres en Turquie, là où personne n'imaginait que Daesh oserait venir les chercher. Traqué, Mohamed a finalement rejoint l'Europe. Nous devons conserver ces informations. Elles montrent la réalité sur des événements qui se déroulent aujourd'hui. Elles sont importantes pour les générations futures. Elles devront servir à tous ceux qui voudront savoir ce qu'il s'est réellement passé en Syrie. Comme le dit l'expression, nous ne voulons pas que cette histoire soit écrite par les vainqueurs. Car en 2014, Daesh gagne chaque jour du terrain et occupe la quasi-totalité de la scène médiatique. À tel point que les crimes de Bachar el-Assad passent au second plan. Pourtant, 8 civils tués sur 10 le sont toujours par les forces du régime. En juillet 2014, 2 mois après le veto russe, à Washington, l'opposition syrienne tente de réactiver le dossier César. Il se tourne cette fois-ci vers le Congrès américain. Ses représentants s'étaient opposés à une intervention militaire en Syrie après l'attaque chimique de la Ghouta. Un groupe de républicains hostiles à la politique de Barack Obama s'empare du dossier. Evan McMullin, membre de la commission des affaires étrangères du parti, organise une audition du photographe devant le Congrès. Aux États-Unis, la plupart des gens ne connaissaient pas les crimes de masse d'Assad. L'idée était que si les Américains comprenaient mieux ce qu'Assad faisait, s'ils comprenaient vraiment, ils auraient plus d'empathie et exigeraient que nos dirigeants fassent plus. Je pense en particulier au président, notre commandant en chef et responsable de notre politique étrangère, qu'il fasse plus et agisse pour stopper les atrocités d'Assad. César vit caché, de peur d'être repéré par les services secrets syriens. La sécurité était très élevée. Le 27 juillet, César arrive dans la capitale américaine. La visite est organisée dans le plus grand secret. Le photographe parcourt un dédale de couloirs souterrains absolument vides pour atteindre la salle d'audition.
Avant de pénétrer dans la salle d'audience, César demande que les caméras d'enregistrement soient coupées. Nous avions acheté une veste de pluie, une veste bleue qu'il a portée pour recouvrir sa tête. De cette façon, personne ne pouvait voir même la forme de son crâne. On avait placé des photos de César dans la pièce. Sur l'écran de la salle d'audition, on a diffusé des clichés qui n'avaient encore jamais été montrés à la presse. Certains étaient vraiment très durs. Pendant plus d'1 heure, César est entendu par les représentants américains. Dans la salle, l'électrochoc agit. C'est toujours un grand privilège d'avoir de tels témoignages au Congrès. Il n'y avait jamais eu d'audition comme celle-là. On ne peut pas voir ces photos et ne pas ressentir une énorme compassion pour les victimes. On ne peut pas non plus ne pas s'indigner devant les atrocités qu'un humain peut infliger à un autre être humain. Ne pas s'indigner non plus devant un président américain ou un autre leader mondial qui ne prend aucune mesure pour arrêter ces crimes. Je pense que chaque personne dans cette pièce a ressenti la même chose. Les membres du Congrès, les journalistes, le public, l'opposition syrienne, les employés, tout le monde. L'onde de choc s'est propagée jusqu'au musée de l'Holocauste à quelques rues de là. Le directeur du Centre des préventions des génocides du musée consacre même une exposition aux photos de César. C'était la première fois que nous avions entre nos mains des photos non seulement contemporaines, mais aussi actives dans le sens où certains de ces clichés dataient de quelques semaines, quelques mois. Ce sont des photos qui montrent ce qui se passe au moment où nous en parlons. Elles n'évoquent pas des événements historiques qui ont 70 ou 80 ans. Ce ne sont pas des photos en noir et blanc. Elles sont en couleur et nous racontent ce qui se passe aujourd'hui. César rappelle un personnage de la Seconde Guerre mondiale. Un Polonais qui avait alerté les Américains sur les conditions de vie dans le ghetto de Varsovie. Jan Karski était à cette époque un très jeune avocat en Pologne. Il a infiltré le ghetto de Varsovie et plusieurs camps de travail. C'était à l'époque, je pense, sans précédent. D'y pénétrer, de documenter à l'intérieur, puis d'en sortir aussi. Mais il a fait tout ça. Et il est venu à Londres, à Washington. Il a même obtenu un rendez-vous avec le président Roosevelt. Il faudra la victoire alliée pour mettre fin aux exactions nazies en Pologne. César, lui, rentre de Washington sans être parvenu à infléchir la politique américaine. Barack Obama a été élu pour désengager l'Amérique du Proche-Orient. Le président démocrate ne prendra pas le risque d'une intervention militaire. Ça a été une grande déception pour César et pour tous ceux qui étaient impliqués dans cette visite, et même pour l'humanité. Vous pouvez avoir quelqu'un comme César qui vient à Washington, s'assoit sur une scène mondiale et raconte au monde ses atrocités, sans avoir de vraies réponses. Pas une lettre, pas une réunion, pas une déclaration, et encore moins d'action pour stopper les atrocités. L'opposition syrienne n'obtient aucune promesse d'intervention, ni d'enquête pénale sur les crimes commis par Damas. Installé en Europe, un ancien enquêteur pour la Cour pénale internationale a très vite pris conscience du paradoxe du dossier César. Il a une valeur émotionnelle et humaine phénoménale. Il met des visages sur cette documentation et ces accusations, des visages morts mais humains.
C'est là que réside, selon moi, la valeur du matériel de César. Mais faire savoir au monde ce qu'il se passe n'est pas la même chose qu'instruire pour une cour pénale. Je suis désolé d'être si direct, mais comment dire, une cour pénale n'est pas dans l'émotion. C'est un matériel de plaidoyer, de politique très puissant, mais d'un point de vue pénal, est-ce qu'il servirait seul à charger le président Assad? Non. Non, pas du tout. Alors William Willey cherche d'autres documents. Dans ses bureaux, ce Canadien, avocat international, a réuni une vingtaine de juristes, tous arabophones. Grâce à des fonds européens et américains, depuis 4 ans, ils trient, traduisent et analysent des écrits produits par l'administration du régime syrien. La seule façon, selon lui, de prouver la culpabilité des donneurs d'ordre les plus haut placés. La plupart de ces documents sont récupérés par son réseau d'enquêteurs lors de prises militaires de l'opposition. Ils sont une quarantaine en Syrie. Je m'appelle Adel Al-Hariri. Et bien sûr, ce n'est pas mon vrai nom. La guerre qui fait rage dans mon pays m'oblige à utiliser un pseudonyme. Lors de ses missions, Adel fait main basse sur des documents abandonnés par l'armée syrienne. Dans l'urgence de la guerre, sa priorité est de sécuriser son butin. Parfois des dizaines de kilos de paperasse. En fait, quand je collecte mes documents, je ne les mets jamais dans un seul endroit. Je les répartis dans plusieurs lieux. Comme ça, si l'un d'entre eux est bombardé ou s'il est détruit, tous les documents ne sont pas perdus. Dans des zones de guerre où bombardements, famine, destruction, manque d'accès aux soins sont le quotidien, risquer sa vie pour quelques bouts de papier paraît insensé. Un jour, j'ai caché une partie des documents chez une femme, une bergère, une bédouine. Je suis parti pendant plusieurs mois et puis je suis revenu. Quand je suis arrivé pour déplacer les documents, j'ai demandé à cette femme de me donner les papiers que je lui avais confiés. Et là, elle a hésité puis m'a répondu j'ai été obligé de l'utiliser pour faire du feu, pour préparer à manger à mes enfants. Il n'y avait plus de fioul. Alors t'imagines, tu t'épuises, tu te saignes, pour trouver des preuves qui puissent servir un jour devant des tribunaux. Et une femme, une paysanne très modeste, met ses preuves au feu, en te disant quoi? Que c'est pour faire à manger à ses enfants. Qu'est-ce que je peux faire? On a toujours des surprises comme celle-là. Une autre fois, nous avions récupéré des documents et nous voulions sortir d'un village. Nous sommes arrivés à la hauteur d'un barrage de l'armée libre, on était en voiture et un missile est tombé sur le barrage juste devant nous. À ce moment-là, on s'est vraiment demandé si on était vivant ou mort. On ne savait plus. L'endroit était noyé dans la poussière. C'était un gros missile. On a vraiment mis beaucoup de temps à réaliser que nous étions vivants. William Willey assume ses risques car il est convaincu que ses preuves pourront être présentées devant un tribunal. Nous avons sorti du pays 600 000 pages de matériel. Quand vous avez, comme nous le détenons, une telle quantité de documents, vous touchez la vérité sur le fonctionnement du régime. Comment ils pensent collectivement. C'est de loin le meilleur type de preuve. Les documents ne mentent pas. Contrairement aux autres, l'avocat cherche d'abord à identifier les responsables avant de chercher les victimes. Son organisation reconstitue en priorité la chaîne de commandement du régime. Qui donne des ordres? Comment sont-ils transmis? Comment les forces de sécurité du régime opèrent-elles? Bachar el-Assad est-il directement impliqué? Nous avons trouvé des directives qui venaient de Damas. Elles nous ont permis de remonter très haut jusqu'au sommet du régime.
et d'établir les responsabilités criminelles individuelles du président, de ministres et de chefs de sécurité et militaires à Damas. Nous pensons que nous avons suffisamment de preuves pour permettre à un procureur international d'amener le président syrien devant la justice et d'obtenir sa condamnation. Dans ces cartons, 3 dossiers seraient prêts à être instruits. 24 hauts responsables du régime syrien sont nommément cités. L'avocat tient ces enquêtes à la disposition d'un procureur. Mais qui pourrait s'en saisir? La Cour pénale internationale se heurte au veto russe et à l'impuissance des Nations unies à se confronter à l'un de ses propres membres. La Syrie est un État souverain et Bachar el-Assad un président en exercice. Dans l'immédiat, il n'y aura pas de procès international. Il faut chercher d'autres voies. La question est, comment pouvons-nous saisir la justice à l'échelle nationale? Beaucoup de pays ont des juridictions dites à compétence universelle pour instruire contre quiconque a commis de la torture. Il suffit qu'un criminel ou une victime ait la nationalité du pays. Sachez qu'une enquête pénale a été ouverte en France. Elle vise directement le régime de Bachar el-Assad pour crimes de guerre. Septembre 2015, l'affaire César rebondit. L'État français saisit le pôle génocide du parquet de Paris dans l'espoir qu'il trouve une victime franco-syrienne dans les photos du défecteur. Condition sine qua non pour que la justice hexagonale puisse juger les responsables. L'information paraît alors que d'importantes discussions sur l'avenir de la Syrie sont en cours aux Nations Unies. La France, une nouvelle fois, joue la carte du dossier César pour adresser un message aux Russes. La réponse de Moscou arrive du ciel le jour même. Officiellement, l'aviation de Vladimir Poutine vient frapper Daesh. Un déluge de feu que documente Abdelkader depuis Gaziantep. Quand l'assaut russe a commencé, il s'est passé exactement ce que nous avions prévu. Ils ont commencé à frapper les forces rebelles modérées et les civils, en ciblant en priorité les civils. Nous étions prêts à documenter ces violations de notre mieux. Après Bachar el-Assad, après Daesh, les Russes piétinent à leur tour le droit international. Hier, des Soukhoi ont frappé à Alep. Osman débriefe sur place pour Abdelkader. Osman, qui a attaqué selon ton observation? Les avions russes. Comment es-tu sûr que ce sont des avions russes? Écoute, ça fait 5 ans que j'habite à Alep. Je connais bien le son des avions. Et puis il y a les indices. Le fait, par exemple, qu'ils soient capables d'attaquer plusieurs fois de suite. Les avions syriens, ils bombardent 2, 3 ou 4 fois maximum. Alors que les avions russes sont capables de monter jusqu'à 9, 10 ou 15 attaques sur une journée. Quelle est l'importance de cette frappe? Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de celle-ci? L'attaque a visé un immeuble d'habitation, à côté d'une école, pendant les heures de cours. Les bombardements ont causé la mort de 5 personnes et ont fait plus de 20 blessés. Juste à côté, il y a un centre de distribution d'aide alimentaire. L'étau se resserre sur les habitants d'Alep, encerclés par les troupes du président Assad, qui cherchent à isoler la population pour l'affamer. Malgré les désillusions et le danger, Osman continue sa collecte de preuves sur le terrain. Les avions font des destructions énormes, causant l'horreur chez les gens. Les frappes russes sont vraiment massives et elles entraînent pas mal de déplacements de population à Alep. Tu notes que les déplacements de population sont la conséquence de l'arrivée des avions russes? Bien sûr, les déplacements ont commencé. Pour l'instant, ils ne sont pas trop importants, mais il y en a quand même.
Surtout parce qu'ils visent des zones résidentielles. À peu près 90% des frappes touchent la zone ouest, et c'est là-bas qu'il y a le plus de monde. De l'autre côté, à l'est, il y a moins d'habitations. En décembre 2015, la moitié des Syriens ne vivent plus dans leur maison. À Istanbul, en Turquie, le calme n'est qu'apparent. 2 attentats ont récemment secoué les rives du Bosphore. Le conflit n'appartient plus à la Syrie. Il se propage hors de ses frontières et oppose les grandes puissances de la région. Qatar, Arabie Saoudite, Iran, Russie. Mais les petites mains silencieuses de la collecte de preuves, elles, poursuivent le travail. Je m'appelle Bassam Al-Ahmad. Je travaille pour le Centre de documentation des violations en Syrie. Nous publions les noms des victimes, les noms des détenus et les noms des disparus depuis le début du soulèvement en avril 2011 jusqu'à ce jour. Bassam fait ce travail pour le souvenir de ses compatriotes morts en Syrie, pour qu'ils ne soient pas oubliés. On documente leurs noms. On ajoute des informations, des petits détails pour qu'ils ne soient pas simplement des numéros. On ne publie pas juste des informations comme 100 ou 200 personnes sont mortes en Syrie. On donne les noms pour qu'ils restent des humains et pas simplement des numéros. Dans sa quête contre l'oubli, Bassam garde une grande place pour sa patronne, la militante des droits de l'homme Reysan Zetouné, une icône de la révolution. Elle n'a pas voulu quitter la Syrie et Bassam est sans nouvelles depuis son enlèvement en 2013. Elle a disparu dans les poussières de la guerre. Bien sûr, ce devoir de mémoire est très important pour le futur. Un jour, on changera les noms des rues, des jardins, des écoles. On y inscrira des noms d'enfants qui ont été tués pendant ce conflit. Des noms d'activistes aussi. Ce sera une Syrie totalement différente. Ce sera une nouvelle Syrie pour les Syriens. Un pays sans conflits ethniques, sans opposition confessionnelle ou religieuse. Enfin, on espère. We hope so.